Le 9 mai dernier, Bitcoin franchissait pour la 3e fois en 6 mois les 100 000 $. À chaque fois, le même réflexe, fascination, surprise et emballement médiatique. Comme si on découvrait une anomalie, un bug dans la matrice. Bon alors c'est sûr que si on se fie aux pontes de la finance comme notre cher Philippe Brassac, la disparition de Bitcoin était pourtant actée pour le mois dernier. Donc dans ce cas-là, oui, il y a de quoi être étonné. Blague à part, si on réfléchit bien, est-ce vraiment si surprenant? Il est vrai que 100 000 $, c'est une ligne symbolique, un signal. C'est un seuil psychologique, un chiffre qui marque les esprits. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce genre de mouvement de prix réactive une question centrale qu'on se pose depuis des années dans l'industrie. Jusqu'où Bitcoin peut-il monter? Et ça y est, on commence à voir ici et là certaines personnes parler du prochain gros seuil psychologique, inavouable, presque hérétique, 1 million de $. 1 million de $ pour un seul Bitcoin. Même si cela peut sembler complètement fou, aujourd'hui vous allez voir que c'est bien plus probable que ce que beaucoup imaginent. Pour moi c'est clair, ce n'est pas une question de possibilité, mais simplement de temps. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo GAC, c'est parti. Une grande part de ce qui rend l'être humain intelligent, c'est notre capacité à regarder le passé pour anticiper l'avenir, à imaginer des scénarios plausibles et à agir en conséquence. Comme lorsqu'on voit les feuilles tomber, on sait que, en règle générale, l'automne va arriver. On observe, on comprend, on fait les liens et on s'adapte. C'est précisément ce que notre cerveau est conçu pour faire, et il le fait remarquablement bien depuis des milliers d'années. Grâce à lui, nous avons non seulement survécu, mais aussi réussi à dompter l'environnement dans lequel nous évoluons. Cependant, la nature n'est pas parfaite. Notre cerveau est sans aucun doute notre plus grande force, mais il peut parfois se retourner contre nous. C'est un peu comme le paon. Son plumage majestueux est sa plus grande fierté, mais il peut aussi le trahir en le rendant plus vulnérable aux prédateurs. Donc oui, notre intelligence est sans aucun doute notre atout le plus grand, mais elle peut parfois nous jouer des tours. C'est exactement ce qu'il se passe avec Bitcoin. Notre intuition, nos réflexes nous empêchent souvent de saisir pleinement la trajectoire exponentielle de l'invention de Satoshi Nakamoto. Alors comment pouvons-nous sortir de cette impasse mentale? Eh bien, en commençant par regarder Bitcoin pour ce qu'il est vraiment. Non, l'invention de Satoshi Nakamoto n'est pas simplement une réserve de valeur ou une simple monnaie, mais un réseau, un protocole, une technologie aux dynamiques bien différentes des obligations, des actions ou d'une matière première classique. La valeur de Bitcoin repose sur une loi redoutablement simple, mais trop souvent oubliée, la loi de Metcalfe. Robert Metcalfe, qui était d'ailleurs l'un des ingénieurs à l'origine d'Ethernet, donc pour les plus jeunes d'entre nous, une technologie qui permettait de connecter plusieurs ordinateurs entre eux dans un même réseau local sans serveur central. Donc ce Robert Metcalfe a démontré que la valeur d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. Je répète car cette phrase m'a ouvert le crâne quand je l'ai entendue pour la première fois il y a 10 ans. La valeur d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. Alors oui, si vous n'êtes pas très matheux, ça peut sembler abstrait, je vous l'accorde. Mais en réalité, ce que cela démontre, c'est que chaque nouvel utilisateur ne se contente pas d'ajouter un peu de valeur au réseau, il en décuple la puissance. Pourquoi? Parce qu'il augmente le nombre de connexions possibles entre tous les utilisateurs. À chaque fois qu'une personne rejoint le réseau, ce sont des dizaines, des centaines de nouvelles connexions potentielles qui apparaissent. Et cette croissance, justement, n'est pas linéaire, mais exponentielle. Prenez Facebook en 2007, par exemple, quelques millions d'utilisateurs, c'est cool, très sympa, mais c'est limité. Aujourd'hui, avec près de 3 milliards d'utilisateurs, chaque nouvel entrant se connecte automatiquement à un écosystème massivement interconnecté et bénéficie alors immédiatement de la valeur générée par les autres. Et c'est pareil avec le téléphone. Un téléphone seul ne sert absolument à rien. 2 permettent au moins un appel, mais 10 rendent 45 connexions possibles. Et c'est ça la clé, plus il y a d'utilisateurs de téléphone, plus le réseau devient utile à chacun. Alors même si le concept semble intuitivement cohérent, il présente quand même des limites. C'est plus une théorie empirique qu'une loi à proprement parler. Donc on peut émettre quelques réserves tout à fait légitimes à la véracité et à la précision de la formule dont on a parlé tout à l'heure. Mais malgré ces réserves, il est indéniable que la loi de Metcalfe met en lumière un point essentiel, la valeur d'un réseau n'évolue pas de manière linéaire. Plus les connexions grandissent, plus l'intérêt du système est important, et donc mécaniquement sa valeur aussi. Mais il est important de nuancer cette dynamique en tenant compte de la diversité, de la qualité des connexions, des effets de saturation, etc. etc. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Car Bitcoin suit exactement la même logique, et Bitcoin suit la loi de Metcalfe. Encore une fois, il faut à tout prix comprendre que Bitcoin, ce n'est pas simplement un actif comme une action Tesla ou un bon du trésor. C'est aussi, et peut-être avant tout, un réseau. Et comme tout réseau, sa valeur vient en grande partie du nombre de ses participants.
Et quand je parle de participants, je parle de vous, de moi, des particuliers, des investisseurs, des développeurs, mais aussi des entreprises, des fonds, des banques et même des États comme le Salvador, le Bhoutan, les États-Unis qui rejoignent l'aventure. Et c'est cet ensemble qui donne de la valeur à Bitcoin. Plus il y a d'utilisateurs, plus l'utilité du réseau augmente, et plus le réseau devient utile, plus la demande directe de Bitcoin croît. Cela crée une boucle de rétroaction positive extrêmement puissante. Ensuite, il faut savoir que l'adoption des grandes innovations technologiques ne suit quasiment jamais, voire jamais une ligne droite, mais une autre trajectoire, une courbe en S. C'est ce que vous voyez en orange sur ce graphique. On part de zéro et à terme, 100% de la population utilise la technologie. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette courbe en S est directement alimentée par un autre schéma, la courbe de diffusion des innovations, la courbe de Roger. L'idée ici est de segmenter la population selon son rapport à la nouveauté, à l'innovation. On a d'abord les innovateurs, en gros les pionniers qui expérimentent quand tout le monde doute. Puis on a les early adopters, les curieux. Ensuite c'est au tour de la majorité précoce, puis de la majorité tardive, ceux qui ne sont pas de base enclins au risque mais qui finissent par suivre. Et enfin les retardataires qui n'adoptent une technologie que lorsqu'elle est devenue inévitable. Tous ces profils s'accumulent au fil du temps et c'est cette accumulation progressive qui donne naissance à la fameuse courbe en S. Au début, l'innovation est lente, étrange et surtout trop risquée. Puis arrive le point d'inflexion, là où la technologie devient plus utile, gagne en crédibilité et en accessibilité suffisamment pour attirer et accueillir une masse critique. Et là, l'effet boule de neige est lancé, le bouche à oreille, les infrastructures, les applications, tout s'accélère. Et puis ensuite, on arrive à la phase de maturité. La technologie en question est partout, il n'y a plus de débat, c'est devenu la norme. Et on se demande même comment les gens pouvaient vivre sans dans le passé. Le processus d'adoption finit alors par ralentir, non pas par échec, mais parce que tout ou presque a été conquis. Cette fameuse courbe en S, vous pouvez l'appliquer à l'électricité, Internet, les réseaux sociaux, le smartphone, bref, toutes les grandes révolutions technologiques ont suivi le même schéma. Et aujourd'hui, c'est au tour de Bitcoin. En 2025, ça y est, Bitcoin n'est plus un jouet pour libertariens, c'est une infrastructure monétaire globale. Les États l'adoptent, la finance l'adopte à travers les ETF, de même que des millions de particuliers et d'entreprises. Et vous vous demandez peut-être où on en est justement sur cette courbe. Selon moi, je dirais qu'on est quelque part par là, au début de l'adoption de la majorité précoce. Un peu comme Internet au début des années 2000. On est en train de passer à l'adoption de masse. Les choses vont s'accélérer, pas ralentir. On est justement au point d'inflexion dont on parlait tout à l'heure. C'est ce que nous montre l'histoire des technologies reposant sur l'effet de réseau. Le plus gros de l'adoption arrive toujours après le point d'inflexion. Maintenant que vous voyez où on se situe dans cette courbe d'adoption, il faut aller encore un peu plus loin. Et c'est là qu'en règle générale, tout se complique pour notre cerveau. Car aussi développé soit-il, ce dernier reste câblé pour penser, réfléchir en ligne droite. Voici un petit exemple très parlant de notre incapacité à raisonner en exponentiel. Imaginez une simple feuille de papier, tout ce qu'il y a de plus banal. On la plie en deux, puis encore en deux, etc., etc. La question est combien de fois faut-il la plier sur elle-même pour atteindre la Lune? Je vous laisse quelques secondes. La réponse est 42. Il faut plier la feuille 42 fois sur elle-même et son épaisseur atteindra la Lune. Pliez-la seulement 8 fois de plus et elle atteindra le Soleil, à plus de 100 millions de kilomètres de la Terre. Ça paraît complètement fou, mais allez-y, faites les calculs, vérifiez par vous-même. C'est le piège de l'exponentiel. Au début, tout semble anodin, lent, inoffensif, mais très vite, la croissance s'emballe. Les chiffres deviennent complètement absurdes, ils échappent à notre intuition. Et avant même que l'on réalise ce qu'il se passe, la courbe a déjà explosé. Et tout ce que je vous raconte, ça se vérifie avec des exemples concrets, factuels. Le coût de séquençage de l'ADN humain, par exemple, est passé de près de 100 millions de dollars à 1000 $ en moins de 20 ans. 100 000 fois moins cher, 100 fois plus rapide que la loi de Moore. C'est précisément ce genre d'exponentiel que notre cerveau a du mal à concevoir. Notre cerveau humain n'est pas conçu pour raisonner de cette manière. C'est comme ça, on ne respire pas sous l'eau, on ne peut pas voler comme un oiseau et on a du mal avec l'exponentiel. Notre cerveau n'est tout simplement pas préparé à ça. C'est pour cette raison, très probablement, que Bitcoin continue de surprendre, voire de déranger. L'invention de Satoshi Nakamoto est un actif fondamentalement connecté à des tendances exponentielles dans un monde globalement linéaire. Quand Bitcoin a franchi les 100 $, c'était déjà un exploit, surtout pour ceux qui l'avaient vu à quelques centimes. Mais pour la majorité, l'idée qu'il puisse un jour atteindre 10 000 $ relevait du délire. On entendait déjà « c'est trop tard, c'est une arnaque, ça ne tiendra jamais ». Puis Bitcoin a atteint les 10 000 $. Et là encore, rebelote, impossible qu'il aille plus haut. Voir Bitcoin atteindre les 100 000 $ n'était qu'un rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et selon moi, la logique du million de dollars suivra le même chemin, d'abord un rêve, puis une évidence.
Si on regarde les choses telles qu'elles sont, finalement, ce ne sont pas les chiffres qui sont fous, ce sont simplement nos repères qui sont dépassés. Ces biais cognitifs, on les retrouve partout, dans les médias, sur les plateaux télé, mais aussi chez des personnes que l'on connaît directement, notre famille ou nos amis. Je vais vous raconter une vraie anecdote personnelle qui m'a marqué. Il y a 5 ans, avec beaucoup d'aplomb et une conviction presque inébranlable, j'ai dit à mon père que Bitcoin allait atteindre 100 000 $, j'en étais absolument sûr. C'était presque une évidence pour moi après tout ce que j'avais compris à l'époque. Je me souviens encore de son regard. Stupéfaction, incrédulité, un mélange de surprise et de scepticisme. Pour lui, c'était tout simplement inconcevable. 5 ans plus tard, Bitcoin vaut bel et bien 100 000 $ et j'ai pas pu m'empêcher de repenser à cette conversation avec mon père. Il y a à peine quelques jours, rebelote, je lui ai dit avec le même aplomb qu'à l'époque que ce truc allait atteindre 1 million, c'était une évidence pour moi, je ne sais pas quand, mais ça allait arriver. Au risque de me répéter, Bitcoin n'est pas simplement une monnaie, c'est un protocole, une infrastructure, un socle technologique. Ce que beaucoup pensent être une relique figée est en réalité un organisme vivant, constamment amélioré. Segwit en 2017, Taproot en 2021, les Ordinals en 2023, des avancées comme BitVM, des discussions autour d'Opcat, Taproot Assets. Chaque avancée ouvre la porte à de nouveaux usages. Et derrière ces usages, de nouveaux utilisateurs. Cette idée peut déranger parce qu'elle casse un mythe, selon moi, celui d'un Bitcoin figé, incapable d'innover. Mais c'est un biais. C'est l'incapacité à voir un objet ou un concept en dehors de son usage habituel, son usage actuel. Alors oui, c'est long, lent et compliqué de toucher au protocole Bitcoin, mais it's not a bug, it's a feature. Beaucoup voient Bitcoin comme une simple monnaie numérique, si je puis dire, alors qu'en réalité, c'est bien plus que ça selon moi. C'est une infrastructure de confiance dans le cyberespace. Et très souvent, dans l'histoire des technologies, les applications viennent bien après l'infrastructure. Prenez Internet par exemple. Dans les années 90, on posait les câbles, on inventait les protocoles TCP/IP, HTTP, mais personne n'imaginait encore Netflix, YouTube, Google, Twitter, et aujourd'hui les ChatGPT, Llama ou Grok. On construisait les autoroutes de l'information sans savoir quelle voiture allait rouler dessus. Pour être tout à fait honnête avec vous, il y a 5 ans, je ne comprenais pas pourquoi Bitcoin n'était pas déjà à 100 000 $, tellement ça me semblait évident. Aujourd'hui, c'est la même chose, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas déjà à plusieurs millions. Pourquoi ce déni du marché ? Probablement à cause d'un autre biais, celui du status quo. Ce biais est une tendance psychologique qui nous pousse à préférer que les choses restent telles qu'elles sont, même lorsque le changement pourrait apporter des avantages significatifs. Ce biais repose sur l'idée que l'inconnu est souvent perçu comme plus risqué ou inconfortable que la situation actuelle, même si cette dernière est imparfaite. En d'autres termes, nous avons naturellement tendance à nous accrocher aux repères familiers plutôt que de nous aventurer dans l'inconnu. C'est ce biais qui nous fait penser que même si les choses fonctionnent à peu près aujourd'hui, eh bien elles continueront de fonctionner demain. On préfère maintenir un équilibre imparfait plutôt que de prendre le risque de tout bouleverser. Dans le contexte de Bitcoin, ce biais amène de nombreux investisseurs à croire que l'actuel système monétaire traditionnel restera toujours dominant, malgré les signaux croissants d'un changement profond. Même face aux signes avant-coureurs d'une révolution financière, beaucoup préfèrent rester dans leur zone de confort plutôt que d'adopter un nouvel actif comme Bitcoin. Je ne vais pas vous refaire tout le discours sur l'instabilité monétaire, on en a parlé il y a quelques semaines dans cette vidéo. Les banques centrales impriment à nouveau à tour de bras, les économies sont sous perfusion, les dettes publiques explosent, bref, vous connaissez la chanson. Parallèlement, un autre glissement s'opère depuis plusieurs décennies, des puissances comme la Chine, la Russie ou le Brésil cherchent à s'affranchir de l'hégémonie du dollar. C'est d'ailleurs en grande partie pour cela que les États-Unis s'intéressent de près aux stablecoins. Mais là encore, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Mais tous ces éléments rendent Bitcoin particulièrement utile et légitime, et indiquent clairement que l'adoption de masse est en cours. Même si on a l'impression que ça n'avance pas ou lentement. Ceux qui connaissent l'histoire des grandes révolutions le savent, rien d'important, rien de massif ne s'impose du jour au lendemain. L'électricité a mis des décennies avant d'éclairer les foyers. Internet fut pendant des dizaines d'années l'affaire d'une poignée de passionnés, et le téléphone mobile était un luxe. Aujourd'hui, c'est devenu une banalité. Bitcoin suit selon moi exactement le même schéma, une adoption qui peut sembler lente, compliquée, et puis un jour, on se demandera comment on faisait avant. Mais pour comprendre où va Bitcoin, il faut d'abord comprendre d'où il vient, ce qu'il remet en cause, ce qu'il propose. Parce que Bitcoin, ce n'est pas une mode, c'est une réponse à des dérives monétaires, économiques et sociales que l'histoire a déjà connues. Si tout ça vous intrigue, mais reste flou, on a créé quelque chose pour vous, une formation gratuite par mail en 7 jours. Pas de jargon, pas de détour, juste une approche claire, étape par étape, pour replacer Bitcoin, Ethereum et les stablecoins dans leur contexte. Et surtout, pour comprendre, décider et ne pas passer à côté. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de votre écran ou via les liens en description. Donc pour en revenir au sujet de cette vidéo et à la question initiale, non, projeter Bitcoin à plusieurs millions n'a rien de fantasque. C'est anticiper, selon nous, le futur d'une transformation déjà amorcée. Donc quand quelqu'un me demande quand est-ce que je pense vendre, ça me fait sourire.
Ou quand je vois des influenceurs, pseudo-traders sur les réseaux sociaux parler de prendre des profits, je ne peux m'empêcher de penser qu'ils passent complètement à côté de l'essentiel. C'est juste une énorme erreur selon moi. C'est comme vendre des actions Apple au début des années 2000. Alors oui, bien sûr, vous auriez déjà réalisé une très belle plus-value si vous aviez investi quelques années auparavant. Mais vous seriez complètement passé à côté de l'accélération qui a suivi. Pourquoi se séparer de l'un des meilleurs actifs de la décennie alors qu'il est en pleine phase d'accélération pour la décennie à venir? Et prendre des profits en quoi? En dollars? Est-ce que vous envisageriez de prendre des profits de l'appréciation par exemple d'une monnaie par rapport à une autre en échangeant des euros contre des livres turcs? Bien sûr que non. Pour moi, c'est exactement la même chose lorsque vous échangez des BTC contre des fiat. Vous vous séparez de l'actif le plus rare jamais conçu par l'humanité pour un morceau de papier qui peut être imprimé sans limite. Réfléchissez-y à deux fois. Si vous voulez obtenir ce que personne n'a, il va falloir commencer à faire ce que personne ne fait. Et je vous préviens, c'est très inconfortable de ne pas suivre la foule. Sortir des sentiers battus demande du courage et de la persévérance. Si vous voulez être considéré comme un génie un jour, vous devez accepter d'être perçu comme un fou au départ. Alors attention, il y a des situations particulières et on l'a toujours dit dans nos vidéos. La volatilité tue. La volatilité peut vous ruiner. Et celle de Bitcoin décoiffe. J'ai jamais vraiment aimé l'expression 1 BTC égale 1 BTC, même si je comprends l'idée, mais elle ne reflète pas la réalité dans laquelle la plupart des gens vivent. À un moment donné, il faut bien faire ses courses, payer un loyer ou acheter une maison éventuellement, prendre soin de ses enfants, etc. etc. Et si à ce moment-là, Bitcoin est au plus bas, en termes de fiat, vous risquez de vous retrouver dans une situation très compliquée. Donc ce que je dis à mon entourage et ce que j'applique à moi-même, c'est que si vous n'avez pas besoin de cet argent à court ou moyen terme, la meilleure stratégie est tout simplement d'attendre. Alors certains pourront dire que je suis un jeune maximaliste borné. Absolument pas. Les plus grands investisseurs, ceux qui ont le mieux réussi ces dernières années dans des secteurs très différents, ont appliqué exactement la même approche. Warren Buffett est l'un des meilleurs exemples avec sa philosophie d'investissement à long terme illustrée par sa célèbre citation « Notre période de détention préférée sur les actifs que l'on possède est pour toujours ». La clé, c'est de voir au-delà des fluctuations à court terme la valeur à long terme d'un actif solide. Je suis absolument persuadé que si Warren Buffett avait 40 ans de moins, il serait un bitcoiner maximaliste. Une de ses citations est d'ailleurs parfaitement applicable à l'invention de Satoshi. Si vous n'êtes pas prêt à posséder Bitcoin pendant 10 ans, ne pensez même pas le posséder pendant 10 minutes. Si ces sujets vous intéressent, tout ce qui touche au biais cognitif par exemple, je vous recommande vivement le livre de Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. C'est un ouvrage qui m'a personnellement beaucoup influencé. Kahneman y explore en profondeur les mécanismes de la pensée humaine, en distinguant deux systèmes, l'un rapide et intuitif, l'autre lent et réfléchi. Comprendre cette dynamique peut vraiment changer votre façon de percevoir la prise de décision et les erreurs de jugement, et tout particulièrement, par exemple, avec Bitcoin. Et si vous voulez en apprendre plus sur comment l'invention de Satoshi Nakamoto transforme le paysage mondial, on vous recommande 7 autres vidéos GAC, une interview en duo avec Alexandre Stachenko et Pierre Noisa. Une discussion passionnante avec deux des esprits les plus brillants de l'écosystème francophone.